Super. Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer quand même rondement parce que on a un contenu assez chargé pour l'heure qui vient. Mon nom est Anne-Marie Legault. Je suis la gestionnaire du Bureau du Québec d'ICLEI. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vois pas tout le monde, là, donc j'ai des collègues avec moi qui sont là pour répondre à vos questions, s'il y a des problèmes techniques. Alors, on a Adrienne Cutler et puis Kimberly Coulombe, là. Vous pouvez envoyer une petite main. Ils sont là. Ensuite de ça, je veux aussi remercier Ariane Plante, qui est notre stagiaire de l'année passée, qui m'a aidé à monter là, le contenu de la présentation, le contenu du guide qu'on a lancé le mois dernier. Donc, elle est là aussi pour nous soutenir aujourd'hui. Et puis, mes collègues que je vais présenter tout de suite après. Donc, on est là pour vous montrer les outils, les réflexions où ICLEI en est avec ses collègues au niveau des municipalités et comment on peut mieux les soutenir avec les résidents qui sont aux prises avec des problèmes d'inondation ou que justement ils se sentent concernés par les inondations, même si c'est pas encore arrivé chez eux. Donc, sans plus tarder, je vais faire la reconnaissance territoriale. Donc, ICLEI reconnaît que notre travail se fait sur l'île de la Tortue depuis des temps immémoriaux. Et puis, c'est un milieu de vie de plusieurs peuples autochtones. Et on s'engage à approfondir les relations avec les communautés autochtones qui sont le gardien du savoir. Et puis, on sait que ça demande une manière un apprentissage nouveau puis une manière de se réconcilier auprès des idées préconçues. Et on veut s'efforcer d'intégrer, dans le fond, leurs pratiques à même notre travail sur une base quotidienne. Alors, à l'agenda, je vais faire une très, très courte mise en contexte. Ensuite de ça, je vais vous présenter un outil qui est l'outil plus global au niveau de l'orientation municipale de c'est quoi les composantes qui sont incluses dans le guide. Je vais vous présenter rapidement le guide dans le fond, le contenu puis pourquoi on l'a fait. Je me suis déjà présentée. Après ça, ma collègue de perspective climatique, Sherry, qui est là, elle peut peut-être envoyer la main. Les directrices de projet de perspective climatique, elle va vous présenter l'outil aussi de manière assez brève parce qu'il y a tellement de contenu là aussi qu'on n'arriverait pas. Je pense qu'en 3 heures, on n'arriverait même pas à passer à travers toutes les sections. Ensuite de ça, mon autre collègue Hélène Levasseur, qui est directrice recherche et éducation à Architecture sans frontières, qui a travaillé avec nous sur le projet Cohabiter avec l'eau, va aussi présenter son outil. Donc, on vous présente 3 outils pour soutenir les villes qui veulent soutenir ses résidents. Donc, on est vraiment dans le soutien aux résidents d'un point de vue municipal. Et puis, on espère pouvoir laisser quelques minutes pour des réponses, des questions et des réponses. Donc, si vous avez une question, vous pouvez déjà l'écrire dans le Q et R, je pense. Et puis, mes collègues vont les noter, puis ensuite, elles vont nous les lire là, vers la fin. Si vous avez une question de précision, peut-être vous pouvez nous interrompre, là, puis on peut essayer d'y répondre. Justement, quand on est dans le contenu, c'est plus facile. Ça a du bon sens, ça? Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ICLEI, parce que, bon, je comprends que, il y en a qui sont moins familiers avec nous, on est une OBNL qui travaille sur les actions locales en résilience, en carboneutralité, en biodiversité. On fait beaucoup de formations, des outils, on fait aussi des services de consultation sur l'action climatique locale. Donc, c'est quelques exemples de rapports qu'on produit sur une base régulière. Alors, nous, on veut aussi connaître qui vous êtes, puis qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui. Donc, je demanderai à ma collègue Ariane de lancer la première question de sondage. Les panélistes n'ont pas le droit de parler, mais de voter, mais vous, vous pouvez. Donc, je ne sais pas si vous voyez apparaître à l'écran. Ça devrait arriver. Ça sent bien. Peut-être juste me confirmer parce que ça dit qu'il est déjà lancé. Ah, non, je ne le vois pas. Mais c'est pas plus grave. Si, ou à moins que. Si tu veux, je peux, comme on peut avancer, puis tu peux Ouais, regarder je... ça, puis revenir un petit peu Parfait. plus tard. C'est juste parce que j'ai un peu peur d'une question de temps. Je suis inquiète qu'on va manquer de temps. Fait que si tu regardes ça, Ariane, reviens-nous avec les questions. Dans le fond, c'est juste pour savoir d'où votre provenance aujourd'hui, puis c'est quoi vos attentes, là. Anne-Marie, si On- je me permets, on a quelques réponses là, fait qu'on a des personnes qui viennent des municipalités, des OBNL, ah, puis autres, puis c'est à peu près là, fait que 6 réponses municipalités, 6 OBNL, 11 autres, fait qu'on a quand même une diversité là, de participants avec nous qui ont répondu là,
Je pense comme on était là un peu avant, fait qu'on ça apparaît peut-être pas pour nous, mais les gens ont répondu. Ah, c'est ça. Ben, fantastique, Ariane. Tu as fait ton travail. C'est excellent. Merci beaucoup. Puis, juste pour que vous sachiez aussi, on a enregistré, ma collègue a commencé à enregistrer le webinaire parce que il sera rediffusé. Donc, on partage normalement le vidéo, l'enregistrement et aussi, je pense, les présentations PowerPoint. Euh, donc, ça sera fait dans les prochains jours. On vous enverra un lien par rapport à ça. Donc, soyez sans crainte si vous voulez réécouter ou s'il y a trop de contenu, partager avec un collègue, ça sera possible. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler du document qui est quand même un gros document assez substantiel qu'on a créé pour aider les municipalités à naviguer tout cet espace complexe qui est les inondations. C'est pas évident de se retrouver. Déjà, c'est même difficile de départir les rôles. Le gouvernement du Québec est responsable de quoi? Le citoyen est responsable de quoi? La ville est responsable de quoi? Il y a beaucoup de choses là-dedans. Ben, vous n'êtes pas tout seul à vous poser plein de questions. C'est un environnement qui n'est pas évident. Là, vous voyez encore mes, oui, OK, parfait. Alors, souvent, ce qui arrive, c'est que les gouvernements locaux, en plus, sont aux prises avec des enjeux supplémentaires, donc ils subissent des pertes économiques, des pertes de vie humaine, les infrastructures bâties et routières, les espaces de vie. Donc, il y a plusieurs dimensions qui font que les inondations peuvent vraiment sérieusement altérer les gouvernements locaux. Ils sont souvent les premières pointées du doigt parce que leurs citoyens, une inondation survient, alors que c'est pas toujours nécessairement de leur faute, ils font vraiment de leur mieux mais des fois, c'est pas nécessairement leur responsabilité à 100%. Ils ont assez peu de moyens aussi pour agir en général. Puis on sait très bien que de travailler en amont sur des questions des changements climatiques, mais aussi au niveau des inondations, ben ça limite aussi les coûts futurs. Donc, c'est des choses qu'on sait déjà comme comment on peut améliorer ça ou travailler de cette manière-là. Vous pouvez déjà vous y mettre. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà pour commencer la réflexion. On n'a pas besoin de commencer à un point. C'est ça l'affaire, c'est que dans les enjeux complexes, on peut le prendre d'une manière, puis finalement, des fois, les bouts ensemble d'informations se recoupent, puis on finit par comprendre. Dans le document qu'on a lancé le mois passé, on a séparé ça en trois sections. Genre, c'est vraiment important de comprendre. Souvent, on se rend compte que même les employés municipaux qui sont pas directement reliés au changement climatique, ils comprennent pas nécessairement c'est quoi les enjeux. Donc, comprendre, évaluer, une fois qu'on a mieux compris qu'est-ce qui se passe, comment on peut avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe plus localement, comment passer à l'action. Les municipalités aussi sont capables de passer à l'action. On a fait des parcours décisionnels aussi pour vous aider à dire, ben, c'est important de passer à ça. Puis il y a d'autres exemples concrets qui ont été faits à travers le Canada. En voici. Donc, c'est vraiment fait pour toutes les petites et moyennes municipalités à travers le Canada. On a fait des études de cas précises pour montrer qu'il y a beaucoup de choses qui se fait déjà. Donc, il ne faut pas arrêter ou attendre. On peut déjà commencer à faire des choses. Ce qu'on veut dire par évaluer, c'est de construire, dans le fond, la capacité d'adaptation interne, puis d'intégrer cette compréhension-là dans les processus courants de la ville, mieux comprendre les impacts de l'eau et la vulnérabilité de la ville, puis adresser les barrières et les incertitudes à travers justement des projets pilotes, puis des études. Je sais qu'il y a beaucoup de villes qui font ça déjà à travers leur démarche de plan climat. C'est ça qu'on veut. Alors, on est bien content. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par comprendre? Ben, c'est ça, il y a plusieurs aléas climatiques qui existent, qui sont liés aux inondations. Tu sais, on le sait, les pluies abondantes, les températures élevées pendant l'hiver, au lieu de tomber de la neige, il tombe de la pluie. Même les sécheresses peuvent accentuer l'inondation quand il pleut. Puis ça fait longtemps qu'il y a une sécheresse, mais l'eau va ruisseler, elle a tendance à pas à être absorbée dans le sol. Donc, il y a plein de choses qui rendent les choses plus compliquées. C'est pas juste des pluies extrêmes, c'est plein de choses qui viennent jouer au niveau des inondations. Donc, c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais ça ne veut pas dire que si c'est compliqué, on n'est pas capable de le comprendre. On est capable de le comprendre, il faut juste le prendre une chose à la fois, comme on dit. Au niveau de passer à l'action, mais nous, dans le guide, on a développé des exemples et des études de cas qui ont rapport avec la réglementation, les lignes directrices, des programmes incitatifs pour les citoyens, puis la communication citoyenne. Ça, c'est les actions principales que les villes font à travers le Canada, puis on a montré des meilleures pratiques pour ça. C'est sûr qu'il y en a certainement d'autres. Puis si vous en avez des exemples probants, on veut les voir, on veut les entendre, on est là pour ça. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais vous montrer de quoi elle a l'air le document PDF. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon document qui est là.
et je vais vous le partager. Ça va me demander un petit 3 secondes. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Là, je suis dans le document PDF. Là, ça devrait avoir l'air d'un espèce d'organigramme. Donc, dans le document soutenir, donc c'est un document PDF cliquable. Donc, il y a des liens cliquables partout, 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 partout. On s'excuse d'avance s'il y a un lien qui n'est pas tout à fait euh, pertinent. On avait des centaines, voire des milliers de liens à valider. On a fait le document en français, en anglais. Donc, tous les textes qui sont surlignés sont cliquables dans le texte. Ici, vous avez en une page toutes les sections du guide. Donc, la table des matières complètes, pourquoi on veut faire ça, comment la méthodologie, où vous devriez commencer. C'est les principes de base quand on travaille en changement climatique. C'est pas juste au niveau des inondations, mais c'est beaucoup au niveau des inondations. Donc, on a séparé ça, comme je dis, comprendre, évaluer et passer à l'action. Donc, je vais vous donner un exemple ici d'aide à la décision quand vous voulez évaluer. Ici, évaluer les impacts, la vulnérabilité, bon, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Donc, ici, vous pouvez justement produire des études ou produire des outils cartographiques. Il y en a plusieurs qui existent, des cartes interactives avec des critères de vulnérabilité. Les Rainwater Management Systems, ça, c'est des exemples qui existent déjà pour intégrer l'adaptation. J'essaie de trouver quelque chose qui pourrait être pertinent, gestion des barrières et des incertitudes, ça pourrait être bon. Donc, quand je clique sur le lien, ça vous renvoie à l'étude de cas d'Halifax. Donc, qui est une étude de cas très, très, très riche en termes de comment ils ont réussi à, à faire face aux inondations, mais à reconstruire sur une base plus pérenne et plus résiliente. Donc, c'est comme ça. Des fois, il y a des liens externes. Je vais vous montrer ça aussi. Donc, pendant que vous naviguez là-dedans, on vous recommande de absolument pas naviguer de la page 1 à 100, mais bien vraiment de naviguer dans les sections qui vous intéressent. Et puis là, j'essaie de trouver ici, y a-tu comme un cliquable? J'ai de la misère à voir comme en haut. OK, voyez-vous ici, retour à l'accès rapide. On a mis ça au début de chaque section. Si je clique là-dessus, je reviens à la page de base où je suis perdue, je clique à l'accès rapide, puis je me dis, OK, passer à l'action, comment je peux passer à l'action? Fait que là, ici, encore une fois, on vous a donné plein d'exemples pour passer à l'action au niveau des règlements. Encore une fois, il y a plein d'exemples. Windsor, Okotoks, Fredericton. Voyez-vous, acheter des terrains à Fredericton, c'est une manière de légiférer en disant, on a réservé des terrains pour qui vont se faire inonder, donc plus jamais on va se faire inonder là parce qu'on a acheté le terrain. Donc, ça, c'est un lien externe. Alors, je clique sur Autoriser. Puis là, moi, ben, vous ne voyez pas la page, mais j'arrive sur un lien externe qui explique là, 37 arts qui ont été achetés par la ville pour cela. Alors, voilà. Moi, j'ai pas mal terminé ma présentation. Alors, c'était pour vous montrer que oui, c'est une grosse bête bleue, comme on aime l'appeler, mais il y a beaucoup de contenu là-dedans. Soyez sans crainte que le contenu va être migré vers des plateformes interactives à travers le magnifique projet de Sherry que j'adore. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. C'est sûr que les liens vont finir par être périmés au bout d'un an ou deux, on le sait, mais ça va nous permettre là, quand même de pouvoir migrer pendant cette période-là le contenu, puis de mettre à jour le contenu sur la plateforme Perspective climatique. Et sur ce, je vais arrêter mon partage pour que je cède la parole à ma collègue Sherry qui va vous présenter le prochain outil. OK, OK, merci Anne-Marie. Oui, il y a beaucoup d'informations là-dedans, puis on s'est travaillé ensemble pour essayer à aligner toutes nos informations pour qu'on on a le même message, mais d'une perspective un peu différent, dépendant de qui lit ou qui utilise la plateforme. Alors, je partage mon écran maintenant. Moi, c'est Sherry Young. Moi, je suis la directrice de projet pour perspective climatique. Je suis basée sur les terrains ici à Calgary, au Mohkinstsis, ici, mais je travaille avec les gens tout partout. Puis, on a aussi les gens qui nous aident à s'informer et à tester un peu notre plateforme qui viennent de tout partout au Canada. On a les gens de Québec, puis les gens de Terre-Neuve, puis tout partout pour informer et nous aider
cultiver la plateforme pour que ça puisse être utilisé par ceux qui en ont besoin. Alors, c'est pour tous les aléas, mais parce qu'on parle des inondations aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu de qu'est-ce qu'on a pour des informations sur notre plateforme. Et je voulais aussi dire que notre plateforme, c'est une plateforme qui évolue. Tu sais. On va ajouter des contenus, des fonctionnements pour les prochaines 3 ans. Alors, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est notre deuxième version de ça, puis on va avoir une autre qui s'en vient en octobre cette année-ci. Puis chaque 6 mois, on améliore le contenu, on améliore le fonctionnement. Alors, si vous voyez quelque chose, et vous vous dites, oh, ça va être plus de fonction dans notre municipalité ou ça, oh, j'aimerais voir ça, envoie-moi un courriel et on est vraiment basé sur les informations, les feedbacks de nos usagers. Alors, voilà la page commencement. On a 3 outils ici pour perspective climatique. La première, je vais commencer avec la carte parce que c'est le plus beau à regarder un peu. Alors, si vous cliquez ici, explorer les cartes, vous venez ici sur la carte. J'ai déjà, juste pour les temps, j'ai déjà entré une municipalité au Québec. Ça, c'est Joliette, où j'ai passé un peu de temps dans ma vie. Alors, je la connais un peu. Ici, sur la carte, on commence ici avec les couches de climatique. Alors, vous pouvez choisir c'est quoi la période de base ici avec c'est quoi les températures et les données climatiques d'aujourd'hui où il y a 25 ans. Ça, c'est les périodes de base. On pourrait aussi voir comment ça va changer. Toutes ces données viennent de donnéesclimatiques.ca. Alors, et on les importe ici. On les crée pas. On n'écrit pas toutes les données. On n'a pas de ça. Mais on importe toutes les données climatiques. Puis on peut voir comment aujourd'hui, j'ai choisi, parce qu'on parle d'inondation, c'est quoi la précipitation maximale durant un jour. Alors, ça, c'est... on voit ici sur la légende qu'il y a beaucoup de précipitations au Québec. Mais si on veut voir dans le milieu de ce siècle, on va voir que on a beaucoup plus de précipitations maximales pendant un jour par le milieu du siècle et par fin de siècle, c'est encore mieux parce qu'on a un bleu foncé. Alors, on a à peu près, si on va voir, on clique là-dessus et on peut voir que on a commencé avec 45 mm à précipitation maximale jusqu'à 57 mm dans un jour. Alors, ça, c'est le maximal. Alors, ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'eau pour ménager, pour gérer pendant cette période-là, fin de siècle. Et si on veut voir qu'est-ce que ça va faire avec nos gens qui sont dans les populations vulnérables, on peut regarder juste les données climatiques ou on peut changer pour représenter les endroits où on a plus de vulnérabilité sociale. Alors, ces endroits où on a des verts ou des bleus-verts plus foncés, si on voit dans la légende ici, ça veut dire que tous les deux facteurs, la vulnérabilité sociale et les précipitations, ont des impacts sur les gens qui vivent ici. Alors, ces gens-là ont déjà des effets qui leur donnent des stress sociaux ou socio-économiques. Et à Joliette, et aussi, ces gens-là auront plus de difficultés avec les inondations. Peut-être qu'ils n'ont pas des moyens pour payer ça, peut-être ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas assez d'éducation. Ça, c'est les facteurs qui rendent les gens plus vulnérables social. Alors, vous pouvez changer les différentes données. On pourra voir, si on veut voir combien de jours de prestation sont plus de 20 mm. On peut voir comme ça. Ça ne change pas. Voilà.
Alors, on peut voir que c'est à peu près les mêmes endroits. Et si on veut voir, parce qu'on parle des logements aujourd'hui, mais si on veut voir que sont les différentes types d'infrastructures dans ces endroits-là, on change ici sur le petit icône d'un bâtiment ici et on peut choisir les différentes couches qui démontrent où les différents types d'infrastructures sont ici. Alors, ça nous démontre des établissement de soins de santé, si on sait que peut-être celui-là, c'est plus vulnérable à des inondations et c'est dans un milieu qu'on a aussi beaucoup de vulnérabilité sociale. Alors peut-être on veut, si on regarde les maisons, on va changer, on va donner des informations dans ces endroits-là, mais aussi on va voir les soins de santé, les endroits qui donnent des services de santé ici aussi parce que les gens dans cet endroit en ont besoin. Alors, une fois qu'on comprend un peu nos risques ou nos vulnérabilités et notre risque climatique un peu avec les précipitations, on peut, on scroll un peu en haut, puis on peut choisir ici localisateur de solution. On sait un peu comment les inondations vont nous impacter et maintenant, on a besoin des solutions. Alors, si on clique ici, ça nous prend à la page des solutions. Puis, je ne vais pas tout faire les questions aujourd'hui parce que ça prend du temps. Ça prend à peu près 5 minutes pour y aller. Mais si on commence et mettre nos réponses toujours à toutes ces questions, ça nous amène ici à une page de solutions pour les maisons. Alors, j'ai choisi ma bâtiment. J'ai choisi les bâtiments et qu'est-ce qu'on peut faire à propos des inondations pluviales. Vous pouvez voir ici que ça, c'est des réponses aux questions que j'en ai faites avant de ce petit webinaire pour que ça puisse passer plus vite. Et on a une liste de solutions qu'on pourra utiliser pour s'adresser aux inondations. Alors ici, on voit qu'on a des réseaux verts, on pourra faire comme municipalité, on pourra mettre des bermes si on est vraiment dans un endroit où les inondations sont plus sensibles. Aussi, il y a beaucoup beaucoup de solutions qui sont ici. Ceux qui sont en vert sont plus dépendants des questions que j'ai répondues, sont plus alignés à mes questions à moi, à mon projet à moi. Ceux qui sont en bleu, c'est plus ou moins alignés. Puis ici, en jaune, c'est peut-être pas, dépendant de mes réponses. Alors, peut-être ça marche, mais j'ai besoin de plus d'informations. Et ici en bas, c'est les gens dépendant, on a beaucoup de solutions pour ça dans ce type-là. On vient juste d'ajouter beaucoup de solutions pour les logements. Alors je vous encourage pour aller voir. On avait une grosse revision de toutes des solutions qui viennent d'être ajoutées en juin. Alors, il y a beaucoup plus d'informations sur les logements. Ceux en gris ici sont peut-être plus ou moins alliés avec votre projet. Alors, si ça peut-être pas marcher, dépendant de vos réponses. Alors, vous pouvez voir toutes ces différentes solutions. Vous pouvez sauvegarder ces résultats ici. On fait clic. Je vais dire résultats inondation logement. Et je vais vous montrer où ça va aller, mais je peux revisiter cette liste-là. Puis, je peux cliquer aussi sur une de ces cartes ou un de ces liens pour voir une description de comment ça va vous aider. Celui-là, j'ai dit réseau vert, ça c'est pour une municipalité pour mettre dedans parce que ça aide avec les inondations. Il y a aussi les choses comme ça. Si tu vois ici, ça c'est pour les logements. Inspection des bardeaux et de toiture, ça c'est un moyen pour inspecter, pour réduire les effets des inondations pour les maisons. Et on peut voir, il y a une description ici. On voit comment ça marche, puis on voit quelques considérations qui nous montrent combien ça coûte, où ça fonctionne, pourquoi ça marche, et quelques co-bénéfices et compromis, et quelques facteurs de faisabilité qui impactent ça. Alors, je peux aussi garder ça. Je dis, oh, je veux voir ça, je vais revisiter, je vais sauvegarder mes résultats ici. Il y a aussi d'autres options comme ça. Et je voulais juste vous démontrer que l'outil ou le document que Anne-Marie parlait tout à l'heure, parce que c'est un outil qui nous aide avec les inondations.
Vous pouvez voir aussi des outils là-dedans sur notre plateforme et j'ai un petit sommaire à propos de l'outil que Anne-Marie présentait tout à l'heure. Et il y a un lien ici qui vous emmène jusqu'à... Oh, ça, c'est pas celui-là, mais au bâtiment, ça marche pas. C'est l'autre. En tout cas, ça, c'est différent. Mais celui de Anne-Marie, ça prend un lien à l'original. Alors, quand on sauvegarde les affaires, on clique ici sur mon compte et on voit que j'ai sauvegardé quelques articles. Il y a des outils aussi, il y a des outils de cas, il y a des résultats. Alors, celui que j'ai juste viens de faire, ce sont ici. Et euh, voilà quelques autres que j'en ai faites. Oh, voilà, en français. Et on peut garder et revisiter toutes ces affaires, les outils, les études de cas, les références et les listes qu'on a déjà faites pour qu'on puisse revisiter tout ça et voir si ça marche pour nous autres. Et ça, c'est la fin. Super vite. Wow! Merci beaucoup, Sherry, pour ton temps. Je pense qu'il y a beaucoup de liens aussi qu'on peut faire entre les outils, puis c'est vraiment un tour de force, là, mais tant mieux, ça nous laissera un petit peu plus de temps aussi pour boucler la boucle. Là. J'ai comme des petites slides de fin aussi que je pourrais mettre là, au pire là, tu sais, pour commencer à interagir entre nous. Donc, sans plus tarder, je demanderai à Hélène Levasseur d'Architecture sans frontières de partager sa présentation et puis de lancer son contenu. Bien, merci pour le contenu en accéléré, Sherry. C'était parfait la présentation. J'ai beaucoup appris. En fait, je n'avais jamais navigué autant votre outil. Moi, je vais être là pour vous parler plutôt de ce qui se passe à l'échelle du bâtiment et qu'est-ce qu'Architecture sans frontières prépare pour vous, les municipalités, mais encore plus peut-être pour les citoyens. Mais comme vous êtes souvent le relais, c'est très important que vous soyez au courant de ce qu'on prépare. Donc, Architecture sans frontières, rapidement, qui nous sommes? Ben, nous sommes le bras humanitaire de l'Ordre des architectes du Québec. Et on est aussi membre du réseau Architecture sans frontières internationale. J'entrerai pas là-dedans plus largement, là, mais en gros, notre mission, c'est de répondre aux besoins ou de soulager les pauvretés des situations, des communautés et des personnes en situation de vulnérabilité en engageant le secteur de l'architecture. Et l'architecture est très large, là, c'est la construction, c'est le paysage, c'est le design, c'est tout ça. Je vais vous parler plus précisément du projet Cohabiter avec l'eau, celui que Anne-Marie a présenté brièvement au début. En fait, le projet Cohabiter avec l'eau, c'est un grand projet, une grande boîte à outils dans lesquels l'équipe de Anne-Marie à Montréal ont développé ce que doivent savoir les municipalités. Mais c'est une initiative qui a regroupé beaucoup plus de personnes. Donc, on est en tout et partout, là, plus de 130 personnes qui avons participé à cette phase 3-là de Cohabiter avec l'eau. Donc, si je vous présente un peu rapidement la pizza des gens qui ont travaillé avec nous, donc autant des universités, des municipalités, des architectes et des ingénieurs en pratique privée, des associations, le gouvernement du Québec aussi, et tout ça financé par la SCHL dans le cadre du défi d'offre de logement. Donc, on a bénéficié d'une subvention de 2,5 millions de dollars pour développer des outils en série, dont on vous en présente quelques-uns aujourd'hui. En gros, les principaux outils qui sont sortis ou qui vont sortir de ce projet-là, c'est le soutien, ce que doivent savoir les municipalités, donc que Anne-Marie vous a parlé en premier, qui a été fait par ICLEI Canada. Il y a aussi un autre qui a été fait par Jean-François Vallée, les ateliers Hublot et la Ville de Montréal sur les freins réglementaires. Donc encore là, c'est un outil pour les municipalités pour les aider à réévaluer leur cadre réglementaire et peut-être aussi identifier rapidement les règlements qui peuvent peut-être nuire à l'adaptation ou empêcher l'adaptation, mais aussi les règlements qui peut-être favorisent même la maladaptation. Donc, c'est un outil qui va sortir bientôt, qui va vous aider à naviguer vos cadres et vos freins réglementaires. Ensuite, l'outil qui a été développé par Longueuil et CITID de l'ENAP, c'est un outil pour vous aider à mieux communiquer avec les citoyens. Donc, il y a vraiment différentes étapes de communication, de types de communication à privilégier selon certaines circonstances.
Il y a tout le côté adaptation résidentielle qui est celui que je vais vous parler un petit peu plus plus en profondeur aujourd'hui. Donc, on a développé et on est toujours en train de le développer. Ça va sortir cet automne, un référentiel d'adaptation euh, des bâtiments aux inondations, qui est une version améliorée de ce qu'on avait sorti en 2023. Il y a aussi des études de cas qui aident à mieux comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire l'adaptation, donc concrètement. Et aussi, on développe des formations, des webinaires pour les architectes, les constructeurs et différents publics cibles. Vous voyez, il y a un code QR dans le coin de mon écran. Si vous allez là, vous allez sur une page où la plupart de nos ressources sont présentées. Donc, pour développer un référentiel technique, on a aussi fait, on n'a pas fait ça sur du vent, donc on s'est allié à différents groupes de recherche. Si vous voyez par exemple une maison qu'on a construite au CNRC à Ottawa, donc dans la fameuse piscine à vagues, pour vraiment voir comment l'eau vraiment peut entrer dans un bâtiment construit code minimum. Donc, on a testé des assemblages de base, on a aussi testé différents types de bâtards d'eau, donc des barrières anti-inondation, autant des produits manufacturés que des produits un peu plus, des manières de faire un peu plus artisanales, comme les sacs de sable et les bâtards d'eau en bois qui sont faits un peu artisanalement. Donc, on a récolté des données pour pouvoir faire des recommandations qui soient fondées sur du concret. Avec une équipe aussi de l'Université de Sherbrooke, on a eu accès à des laboratoires à neutrons. Donc, on a vraiment fait des radiographies de murs immergés pour voir comment l'eau liquide circule dans les murs. Pour, tout ça pour ensuite développer avec Écohabitation et plusieurs professionnels, architectes et ingénieurs, des spécifications techniques pour dire, OK, comment construire un mur qui va bien sécher, quel type de matériau aussi privilégié qui va moins absorber l'eau. Donc, tout ce qu'on présente dans le référentiel est basé sur des données laboratoires. Notre référentiel, en gros, il est divisé en deux parties. Puis là, ça va résonner un peu avec ce qu'Anne-Marie disait. Première étape, c'est comprendre, évaluer et ensuite agir. Donc, le référentiel est un peu fait de cette façon-là aussi. Donc, je vais vous le présenter en quelques minutes. Donc, la première étape, c'est évaluer. Donc, comprendre le risque et l'évaluer. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, comprendre le risque, ça, c'est une façon qu'on a développé pour l'expliquer de manière concrète à l'échelle du bâtiment. En fait, le risque d'inondation, quand vous en parlez à des citoyens qui veulent réduire leur risque d'inondation à l'échelle du bâtiment, c'est trois choses. C'est la combinaison d'un aléa, c'est la combinaison combinée avec les vulnérabilités ou les sensibilités d'un bâtiment ou d'un foyer ou d'un ménage et la position de ce foyer, de ce ménage par rapport à l'aléa. Donc, ces trois éléments qui, ensemble combinés, vont avoir un risque. Donc, ça, c'est important de comprendre que le risque, c'est trois choses. C'est pas juste une occurrence d'inondation. Ensuite, comment le réduire? Bon, s'il y a trois éléments, ben, il y a trois grandes façons de réduire le risque. Donc, on peut d'abord jouer sur l'aléa. Ça ne veut pas dire faire en sorte de minimiser la pluie ou de mieux contenir un débordement de rivière. À l'échelle du bâtiment, ça veut dire de proposer des stratégies d'adaptation qui réduisent la quantité d'eau qui va atteindre le bâtiment. Je vais vous en expliquer quelques-unes plus tard. Donc, on joue sur l'aléa, on joue sur la quantité d'eau qui peut entrer dans la maison. Ensuite, l'autre manière, c'est en jouant sur la position des éléments vulnérables. Donc, par exemple, une chambre, c'est très vulnérable. Une cuisine, c'est des lieux, un logement en sous-sol, c'est vulnérable. Donc, on peut peut-être le remonter. Mais c'est aussi peut-être à l'échelle des équipements. Peut-être qu'un tableau électrique, tout simplement, peut être remonté aussi pour réduire un peu le risque lié à l'inondation. Troisième façon, ça va être de réduire les vulnérabilités ou les sensibilités d'un bâtiment, donc la prédisposition aux dommages. Donc là, on va parler peut-être de choisir des matériaux qui soient plus résistants, de concevoir des assemblages, donc des murs et des planchers qui puissent sécher plus facilement. Donc, on va vraiment jouer plus sur la matérialité des éléments qui sont exposés. Donc, toujours une bonne stratégie va impliquer ce qu'on appelle, nous autres, on aime bien parler la gestion de crise en modèle du fromage suisse. C'est un modèle théorique qui existe, pas nous qui l'avons inventé. Donc, c'est pour arrêter un aléa ou pour minimiser, dans le fond, les effets néfastes d'une inondation, ben, c'est de superposer plusieurs couches de fromage, de superposer plusieurs mesures qui puissent réduire le risque. Donc, on ne met pas tous nos efforts sur un clapet ou sur un marais, sur un jardin de pluie ou sur l'élévation. L'eau, elle va rentrer anyway dans un bâtiment, sans doute. Il n'y a pas de risque zéro. Fait il faut toujours un peu
empiler, si on veut, les mesures. Fait que ça, dans la communication citoyenne, c'est quelque chose qui doit être nommé aussi. Du moment qu'on comprend c'est quoi le risque un peu, il faut évaluer à l'échelle du bâtiment c'est quoi le risque. Donc, il faut comprendre comment l'eau circule autour du bâtiment. Donc, c'est pas juste de savoir que l'eau peut arriver en surface. Il faut comprendre que normalement, il y a toujours de l'eau qui se promène dans un bâtiment, puis ça, c'est nécessaire pour un citoyen de comprendre ces différents mécanismes-là dans sa maison. Donc, il y a différents réseaux d'eau. Donc, il y a l'eau qui tombe du pluie sur les gouttières, qui transite par les drains de toit, qui se ramasse ensuite dans les conduites d'eau pluviale. Il faut comprendre ça. Il y a aussi des réseaux à l'intérieur, qui est ici en rose, qui est tous les réseaux d'évacuation des eaux domestiques. Ça aussi, ça peut être une voie d'entrée d'eau. Donc, il faut comprendre comment ça marche. Ensuite, il y a tous les autres systèmes qui sont plus liés au drainage de la fondation. Donc, quand on parle de drain français, de pompes et de puisards, donc de tout ce système-là qui est conçu autour d'une maison pour récolter les eaux de pluie normales ou pour enlever les pressions hydrostatiques, ben, en cas d'inondation et en cas de pluie, le drain français devient une voie d'entrée d'eau. Donc, un tuyau de 4 pouces qui fait rentrer l'eau super rapidement dans une maison. C'est important de le comprendre, ça, avant de commencer à mettre des clapets partout, puis avant de commencer à faire des plus gros drains français aussi. Donc, comprendre l'eau pour évaluer par où l'eau peut entrer. Ensuite, il faut évaluer l'exposition d'une propriété. Ben, ça, c'est assez simple. Si les données sont disponibles, on regarde des cartes. S'il n'y a pas de carte, on parle à nos voisins, si on est des nouveaux propriétaires. Ou sinon, on peut aussi en parler aux assureurs, on peut parler à la municipalité. Donc, il faut avoir le plus, en tant que municipalité, en fait, il faut être capable de renseigner le plus possible euh, un propriétaire sur la situation de sa maison et ou aussi la hauteur de la nappe phréatique, c'est super important dans le calcul. Donc, c'est important de comprendre l'exposition d'une propriété. Ensuite, c'est aussi important de comprendre qu'une propriété va avoir différentes entrées d'eau et va avoir aussi différentes prédispositions aux dommages. Donc, dans notre outil, c'est un peu ça qu'on explique. Une fois qu'on a évalué, ben là, on va pouvoir agir pour réduire le risque parce qu'on le comprend, le risque. Deux grandes façons d'agir le risque, en fait, c'est de comprendre les chemins de l'eau et de réduire la quantité d'eau qui puisse atteindre un bâtiment. Et aussi, c'est de comprendre que l'eau peut rentrer de différentes manières, peut-être qu'on n'avait pas prévu. Donc, c'est de construire ou de reconstruire mieux. Donc, de construire de manière à réduire les vulnérabilités et à réduire l'exposition des éléments vulnérables. Concrètement, notre référentiel va être divisé donc en deux grandes parties. Puis si je reviens ici, la partie bleue, donc tout ce qui a trait à on contrôle, on gère l'eau autour du bâtiment. Et la partie verte va être plus à on construit mieux tout simplement. Donc, dans la partie bleue, trois grandes catégories, donc tout ce qui est le drainage extérieur, donc l'eau de pluie par exemple, l'eau de la fonte des neiges, comment qu'on la gère autour d'un bâtiment, ensuite comment qu'on gère aussi l'eau autour des fondations et ensuite comment qu'on gère l'eau et les différents systèmes d'évacuation à l'intérieur de la maison. Il y a différentes questions types qu'il faut se poser, donc quand on veut mieux comprendre comment choisir une stratégie. Donc, c'est quel type de toit? C'est super important parce que la manière dont l'eau de pluie va être évacuée n'est pas la même. C'est quoi les types de sol aussi? Avant de choisir un bon système de drainage, il faut savoir ça. C'est quoi le revêtement de sol? Mais c'est quoi aussi la composition du sol? Donc, c'est pas juste le fait d'avoir un pavé perméable sur un argile qui va régler le problème. Si le sol est en argile, l'eau ne pourra pas être drainée, donc peut-être qu'il faut enlever une couche d'argile puis mettre un gravier pour créer un bassin de rétention. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on va parler là-dedans. On va parler aussi de déconnexion, par exemple, de drain pluvial. Je ne vous ferai pas le tour de toutes les fiches parce qu'on en a plusieurs, mais vous avez une idée un peu. Donc, on va parler de jardin de pluie, de bassin de rétention. Pour ce qui est des fondations, ben, on va parler aussi de comment fonctionne normalement un drain de fondation intérieur ou extérieur, comment il fonctionne s'il y a un puisard versus s'il n'y en a pas, aussi c'est quoi la mécanique de la pompe, où doit aller l'eau, puis quels sont les entretiens de tout ça. Puis on martèle toujours ça, là, un puisard à l'intérieur d'une maison qui collecte l'eau des drains de fondation, c'est une voie d'entrée d'eau. Donc oui, ça gère l'eau en temps normal, mais ce n'est pas une mesure d'adaptation contre les inondations. Ça, il faut en être hyper conscient.
On va parler aussi du drainage intérieur. Donc, on parlait des fameux clapets. Tout le monde veut des clapets partout, oui, mais parfois, c'est pas une bonne idée, un clapet. Par exemple, si on met un clapet sur une sortie qui est connectée à notre drain de collecte d'eau pluviale de notre toit, si on met un clapet qui empêche, par exemple, le refoulement d'égouts de la ville, puis on est sur un drain, un conduit combiné, ben, ça veut dire que l'eau du toit ne pourra pas ressortir. Donc, ça veut dire qu'elle va sortir par les éviers, par les toilettes, par les douches ou à la limite, le toit même va déborder et va nous inonder par le troisième étage. C'est possible. Donc, on va parler des différents types de pompes, de c'est quoi aussi les stratégies. Donc, toute bonne stratégie doit être couplée à des mesures d'entretien. Donc, comment tester les pompes, comment s'assurer que les branchements aussi soient efficaces. Si, par exemple, nous ne sommes pas là pendant que l'aléa de pluie arrive puis qu'on a des pompes de secours, s'il faut être là physiquement pour la mettre en marche, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est quoi les différentes stratégies qui existent pour garder les pompes actives, même en cas de panne d'électricité et même si nous sommes absents de la maison, par exemple. Ensuite, reconstruire mieux un petit peu la même logique. On va parler d'intérieur, d'extérieur et de fondation aussi. Je vous montre ici, par exemple, des exemples de fiches. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que de construire un mur résilient? C'est quoi les types d'assemblage? C'est quoi les types de matériaux qu'il faudrait privilégier? C'est quoi aussi les mesures à prendre si l'eau vient entrer? Donc, quelles sont les étapes pour faire sécher ce mur-là? On va parler d'isolation par l'extérieur, par l'intérieur d'une fondation. Donc, il y a différentes typologies de bâtiments, différentes typologies de murs ou de planchers qui sont présentés, qui vont guider un peu dans le choix des mesures d'adaptation à choisir. On va parler aussi des différentes stratégies pour élever un bâtiment, pour dire, tu sais, de plus en plus, on parle de ça, on veut habiter au-dessus de la cote de référence ou de la hauteur d'eau potentielle ou de l'objectif de protection. Là, il y a plein de mots qui circulent. Ben, qu'est-ce que ça veut dire que d'élever un bâtiment? Élever un bâtiment, est-ce qu'il y a différentes stratégies pour le faire? Oui. Comment choisir la bonne stratégie, dans quel contexte? C'est un petit peu les outils qu'on vous donne pour prendre des choix éclairés. On présente tout ça aussi quand c'est possible, d'études de cas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que de surélever d'une maison et de faire un radier qui soit hydrofuge? Donc, on met en image avec des cas concrets pour comprendre un peu mieux l'ampleur des travaux et qu'est-ce que ça implique concrètement. Quelques petits détails ici, comme par exemple si c'est une plainte de bonne mur amovible, donc c'est un mur qui a été construit directement sur une fondation qui est sujette à laisser passer l'eau pour différentes raisons. Donc, de concevoir des détails que si l'eau rentre au printemps de manière périodique ou seulement lors des pluies diluviennes, mais comment concevoir un mur qu'on n'a pas besoin de complètement défaire à chaque fois, mais de prévoir des mécanismes pour le faire sécher. Fait que c'est aussi le genre de choses que vous allez rencontrer. Et finalement, je vous laisse ici sur les trois webinaires qu'on a déjà donnés, qui sont enregistrés, qui sont disponibles sur notre site. Donc, comprendre et réduire le risque d'inondation, construire mieux face au risque d'inondation et comment se préparer aux inondations. C'est des ressources qui sont présentement disponibles en ligne et on peut aussi faire des webinaires ou des formations personnalisées au besoin. Fait que je vous laisse avec des codes QR pour en apprendre davantage. Merci Hélène, c'est vraiment un tour de force que de en 15 minutes faire le tour de ce contenu riche-là. À chaque fois, tu sais, c'est pas la première fois que je t'entends parler. À toutes les fois, je me dis, My God, tu sais, il y a tellement de contenu. Là, il nous reste encore un petit peu de temps. J'avais comme des petites slides comme qui faisaient un peu le résumé de ce on s'est dit. Un instant. Là, est-ce que vous voyez par hasard bien? Est-ce que c'est Oui, beau? OK, c'est ça. Donc, c'est ça. Dans le fond, tu sais, tout le magnifique contenu que Hélène a partagé, c'est pas quelque chose qui est compris par les citoyens de manière égale et uniforme. Il y en a certains qui sont comme hardcore, puis ils pourraient l'enseigner, puis il y en a d'autres qui disent, ben c'est la faute du gouvernement, moi je sais rien, alors qu'ils sont responsables de leur maison. Tu sais, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'inégalités, puis en tant que municipalité, ben, vous devez naviguer tout ça, naviguer les plaintes des citoyens, mais aussi naviguer du contenu qui devient peu à peu accessible via, par exemple, plateforme climatique que Sherry nous a démontré. C'est juste le début. On va pouvoir fournir plein d'outils
qui va vous permettre, tu sais, d'avoir une compréhension plus globale. Mais en même temps, je pense que la charge du gouvernement local est vraiment de responsabiliser au plus possible ses citoyens sur c'est quoi leur rôle versus c'est quoi le rôle de la municipalité, puis versus, tu sais, aussi probablement aussi les assureurs. Tu sais, on n'a pas parlé vraiment des assureurs dans notre présentation, mais ils ont aussi un rôle aussi de changer leur pratique de pas nécessairement reconstruire au même état, à l'état initial, mais de reconstruire mieux. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de changer. Puis justement, de pas, les municipalités ont aussi le devoir de ne pas faire des réglementations qui vont comme déconstruire ce qu'on essaie de faire là, en termes de résilience. Puis ça fait partie de l'étude de Jean-François là, qui va paraître bientôt, là, comme disait Hélène. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de ressources qui existent, ce n'est que le début, tu sais, on va continuer à améliorer ces choses-là. Euh, Ça, c'était le forum Puis, que je voulais. juste faire une petite Oui, micro-parenthèse, je parlais de l'étude de Jean-François, là, je l'ai appelé Jean-François Vallée, mais c'est Jean-François Vachon. Je voulais juste le nommer. à cause de Jean Voilà. Vallée. Merci de ta précision. Donc, en gros, c'est ça. Moi, je prendrais vos questions maintenant, si vous en avez. Sinon, c'est sûr que moi, j'en ai tout le temps pour mes collègues. Mais j'aimerais d'abord vous laisser l'opportunité de poser des questions. Kimberly, est-ce que tu as pu voir ou Adriane, avez-vous vu des questions? J'ai pas vu de questions, mais c'est ça, fait que les gens peuvent écrire dans le chat ou sinon aussi lever la main, puis on peut les inviter de notre côté, puis à poser leurs questions de vive voix s'ils veulent aussi. Fait que le plancher est à vous. Pendant que vous pensez peut-être à, vous êtes en train d'écrire votre question, il n'y a pas de fausses, de mauvaises questions. Moi, je peux en poser une. C'est sûr que je pose souvent des questions un peu à 1000 pièces comme on dit, là, mais puis on me remet à ma place, là. C'est correct. Alors, gênez-vous pas. Donc, Hélène, j'en ai une pour toi. Tu sais, j'ai entendu aux nouvelles cette semaine que la ville de Sainte-Thérèse est en train de recruter toutes les maisons qui ont déjà été inondées qui vont faire partie d'un programme, je ne sais pas si c'est un programme pilote ou c'est un nouveau programme périn, qui va faire, ils vont leur offrir une évaluation gratuite de leur maison. Fait que, tu sais, moi, j'entends ça, puis je suis super contente. Je me dis, c'est mieux de faire quelque chose que de rien faire pantoute. Mais en même temps, tu sais, avoir toute la complexité que tu nous amènes aujourd'hui, comment une ville peut naviguer, puis mettre d'abord, tu sais, c'est quoi que l'inspecteur va devoir checker, comme on dit, y es-tu prêt aujourd'hui, en mesure, on n'a pas de formation pour ça. Comment tu vois ça, toi? Ben, en fait, de ce que je connais de ce projet-là, c'est un peu ça. C'est qu'ils veulent développer un outil pour permettre cette évaluation-là. Je pense que l'outil faisait partie du mandat du projet de la ville de Sainte-Thérèse. Euh, je- c'est un... J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. C'est une super bonne idée. Mais avant d'offrir le service, il faut vraiment s'assurer qu'on comprenne la complexité de la chose, qu'on comprenne quoi évaluer, parce que des fois, de faire une évaluation avec une grille qui ne considère pas tout à fait les bonnes choses peut peut-être donner un faux sentiment de sécurité. Fait que moi, j'appelle à la prudence. C'est sûr qu'il faut commencer à le faire. Puis la question après, c'est comme là, oui, ça va se faire, mais après ça, bien beau évaluer présentement, il va falloir qu'il y ait un programme de suivi aussi, parce que tu sais, comme on parle de clapet, là, la grille pourrait dire, OK, j'ai un clapet, j'ai pas de clapet, je le coche. Mais un clapet, c'est un peu comme une cheminée, ça doit être amené à toutes les années, tu sais. Fait que est-ce que la cote ou l'évaluation de résilience, ça va être bonne probablement que pour ce moment-là. Fait que ça va être beaucoup un exercice de communication. J'ai hâte de voir comment les résultats vont être communiqués. Cela dit, c'est une excellente idée. Il faut juste voir comment ça va être réalisé, comment ça va être communiqué, puis c'est quoi, c'est ça, comment qu'on va communiquer les résultats pour pas justement créer de faux sentiments de sécurité basés sur une évaluation. Faut le faire, faut juste bien le faire. Ouais, tu sais, moi, j'ai tendance à dire, ben faites-les, puis après ça, on corrigera. Mais je pense que toi aussi, d'être Oui, prudente, c'est mieux. ben oui, faites-le, puis après ça, on corrigera, mais il faut que ça soit clair pour les résidents qui vont se prêter au jeu que c'est un projet pilote, puis que c'est ça. Mais oui, il faut commencer quelque part. C'est pour ça que je dis ça est vraiment un exercice de communication, de communiquer qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats-là, puis qu'est-ce que ces résultats-là veulent dire pour la personne. Euh,
peux pas en dire plus parce que À je connais pas suivre. plus le projet. Non, c'est ça, à suivre, à suivre. À Est-ce suivre. qu'il y a des questions, Kimberly, qui se sont... Non, même pas, Colin. OK. Je peux continuer Il y en a là-dedans. une qui vient d'apparaître dans le chat. Ah! Euh, je vais la lire, là. Fait que, est-ce qu'une subvention crédit d'impôt existe pour les résidents qui rénovent leur maison pour prévenir les effets d'une inondation? Oui, il y en a à la ville de Montréal. Est-ce que... Je ne sais pas si Hélène, tu veux parler de Oui, ça? ben à Montréal, il y a le Rénoplex qui va subventionner certains types de priorités d'une certaine valeur. C'est très, très, très circonscrit. Il faut rentrer dedans pour certains types de travaux, dont par exemple le comblement d'une entrée de porte de garage en pente ou l'achat de bâtard d'eau semi-permanent. On peut aussi parler de portes étanches, de portes de garage étanches. Donc, il y a certaines mesures qui sont identifiées dans le Rénoplex. Puis là, on s'adresse à des propriétaires, donc on ne s'adresse pas à des locataires. Puis on s'adresse à des petits propriétaires aussi. Il ne faut pas que la maison ait une très, très grande valeur pour pouvoir avoir accès à à ce programme-là. Fait que c'est un début, ça existe à Montréal. Je ne peux pas parler des autres municipalités parce que je ne connais pas. Ottawa, ça existe. Puis le cas de Victoria aussi est intéressant. Victoria, en Colombie-Britannique, là, c'est pas nécessairement des subventions, mais tu payes moins cher de taxes si ton terrain de résidence est plus absorbant. Donc, on a tout expliqué en détail, cette étude de cas qui est dans le guide Soutenir là, les résidents lors d'inondations des CLI. Donc, il est bien expliqué le cas de Victoria, puis il y en a une foule d'autres, là. C'est juste ces trois-là qui me viennent à l'esprit maintenant. C'est souvent des subventions qui sont faites au niveau municipal, mais là, je lance peut-être une colle à tout le monde, mais il y en a peut-être aussi au niveau provincial, mais je suis pas au courant. C'est plus la rénovation au niveau de l'efficacité énergétique qui est provinciale, si je ne me trompe pas. Puis là, c'est sûr que quand je rajoute l'efficacité énergétique, ben là, j'ajoute une couche de complexité dans ce webinaire-ci qui est déjà assez complexe, merci. Pourtant, on a tendance à dire, ben, tant qu'à rénover, on va rendre nos murs plus efficaces énergétiquement, puis on va réduire notre charge énergétique, n'est-ce pas? Mais c'est l'objet d'une autre Oui, puis c'est conférence. l'objet de plein de mises en garde aussi, là, parce que qui Ouais. dit rendre plus énergétique, dit veut souvent dire rendre plus étanche, donc minimiser les échanges d'air. Puis nous, on vient de dire le contraire, on dit accentuer les échanges d'air parce que sinon, moisissures, mérules et compagnie peuvent apparaître dans votre maison. Fait Oui, qu'il mais faut attends, vraiment là. faire attention, là. Toi, la photo que tu as montrée, où est-ce que c'est dégagé dans le bas, là, ça, c'est la coupe éco-habitation, là. Ça, c'est ce que éco-habitation, tu sais, ce que tu avais montré avec des espèces de plaintes emboîtées, là, puis là, en bas, Oui, il n'y a oui, pas oui, de... oui, c'est un Mais détail en haut, qu'on tu a peux isoler. développé, oui, qu'on a développé dans un sous-sol réel qui a été inondé par des billes. Puis oui, c'est avec l'équipe de cohabitation que ce détail-là a été développé. Belle coupe intéressante. En tout cas, moi, j'ai envie de faire ça chez nous. Y a-tu d'autres questions? J'ai pas d'autres questions, mais j'ai vu quelqu'un qui a rapidement levé la main puis qui l'a baissé. Fait que si cette personne-là a une question, on a du temps là, fait que vous pouvez relever la main puis ou écrire dans le chat là, ou nous écrire puis on pourra y répondre, là. Puis les autres aussi, là. Puis la dimension sociale aussi, je rajoute encore une troisième couche de complexité ici, tu sais, qui est pas toujours évidente, là, mais c'est souvent des programmes incitatifs qui sont faits pour les mieux nantis, là, comme on dit, hein. C'est que moi, tu sais, je m'instruis par rapport à mon bâtiment, je développe une culture de littératie du bâtiment, mais c'est parce que, tu sais, j'ai les moyens de le faire, puis je travaille dans ce milieu-là, là. Puis ça me tente, tu sais, je suis hyper motivée, là, tu sais, alors que, tu sais, les gens qui sont en location, qui vivent dans un demi-sous-sol, ils n'ont pas nécessairement les moyens de se prémunir de ça. Donc, ça, c'est aussi des programmes qui sont pas encore, en tout cas, dont j'ai pas encore vu la naissance ici, mais ça veut pas dire que ça se fera pas. Je pense qu'on a aussi à réfléchir en tant qu'organisation sur ça. Puis on va sûrement le faire. En tout cas, c'est sûr qu'ICLEI le fait déjà. C'est dans notre approche équité, diversité, inclusion, là. Puis Sherry, je sais que toi aussi, ça te tient beaucoup à cœur. Donc, dans les prochains mois, prochaines années, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Là. Comment on peut faire pour rajouter cette dimension-là ou pour au moins démystifier un peu ces choses-là pour qu'ils ne se sentent pas encore plus exclus qu'ils sont déjà, là, plus démunis qu'ils sont déjà.
Ben, juste Oui, de c'est faire ce que sûr. tu fais aujourd'hui, ça y contribue. Donc, comme organisation, non seulement faut y penser, mais il faut le dire. Parce que ce ne sera pas nous qui vont les mettre sur pied, ces programmes de financement-là, mais il faut vraiment comme nommer le besoin. Puis un jour, ça va percoler. C'est ça. Puis là, ben, pendant qu'on est là, dans le fond, s'il n'y a pas d'autres questions, même pendant qu'il y a une question, peut-être qu'on pourrait lancer la dernière question du sondage, Ariane, pendant qu'on jase, là. Est-ce que ça vous a aidé, dans le fond, d'avoir une espèce de, je sais pas comment, présentation éclair? Flash presentation de nos outils. J'espère que ça vous a donné le goût d'aller comme fouiller un petit peu plus. Euh, Nous, on est toujours là pour s'améliorer. Avoir du feedback, c'est important pour nous. C'est comme ça qu'on améliore nos outils de jour en jour et d'année en année. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, là. On est accessible là, facilement. Contactez-nous. Donc, si vous pouvez si vous pouvez nous donner l'appréciation de ça, de ce webinaire-là, ça serait apprécié. Si vous avez des suggestions aussi de webinaires futurs, euh, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a comme des mots, des conclusions? Moi, j'ai fait un petit peu ma conclusion, mon éditorial à la fin, mais Sherry, je ne sais pas, toi, est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais dire pour conclure un peu, c'est quoi les prochaines étapes, peut-être de parler des prochaines étapes qui s'en viennent, parce qu'à chaque 6 mois, vous renouvelez perspective climatique. Donc, est-ce que tu peux nous donner un scoop des prochaines couches informatiques ou qu'est-ce qui s'en vient là? Oui, en parlant des gens et les aspects d'équité, pour la prochaine lancement, on aura un outil pour plus informer les risques et les risques climatiques et les impacts de ça. Alors, on va voir ça en octobre. Et aussi avec les implications d'équité, je sais que ça, c'est plutôt les impacts de mitigation, mais on va avoir une couche sur la carte qui identifie comment ça fonctionne, la pauvreté énergétique. Ah Alors, ouais. pour ceux qui payent beaucoup pour leur facture d'énergie, puis tout ça, comment est-ce qu'on peut identifier ces gens-là. Puis on sait toujours que si vous voulez apprendre un peu plus à propos de ça, j'ai pas démontré ça, mais il y a une section qui dit apprendre là-dessus sur notre perspective climatique. Si vous aviez encore si vous voulez apprendre à propos plus de l'équité sur les différents facteurs qui influencent les inondations, les risques, tout ça. Et aussi, j'ai vu dans les gens qui sont sur le webinaire, il y a nos collègues à Logement, Infrastructure et Collectivité Canada sont là. Il y a aussi une particularité qu'il y a une partie d'une boîte à outils de 3 sections et une, c'est le bureau de ressources climatiques de service de centre de soutien climatique. Voilà, je l'avais. Désolée que ceux qui sont là. Mais il y a le centre de soutien climatique. Si vous aviez des questions qu'on ne pourra pas répondre à propos des infrastructures, à propos des logements, vous pouvez demander des questions à propos du climat et ses infrastructures à ce service-là et vous pouvez le trouver sur la section de services sur Perspective climatique sur la plateforme. Et aussi, si vous travaillez pour une collectivité et vous avez besoin de l'aide, il y a aussi une liste d'experts qui peut aider les villes à planifier pour les inondations et d'autres affaires dans leur projet d'infrastructure. Alors, ça, c'est pas vraiment pour tout le monde ici nécessairement, mais pour ceux avec des populations en dessous de 30 000 qui font des projets, il y a un peu d'aide ou de support pour ça. Alors, si n'importe qui peut appeler le Centre de soutien climatique et il y a d'autres outils qui s'en viennent. Alors, je vous encourage toutes à explorer la plateforme pour voir tout ce que je ne pouvais pas vous montrer, mais il y a beaucoup d'affaires pour se diriger. Puis, Même des aider. subventions.
ce centre de soutien-là, il donne pas une petite subvention justement pour avoir l'avis d'un expert? C'est-tu le même truc Oui, c'est une dont subvention, ben, seulement pour les municipalités, les populations ou petite ville? yeah, en dessous de 30 000. Alors, il y a une subvention pour l'aide. C'est tout gratuit. La plateforme et tous les liens sont gratuits à utiliser. Alors, je vous encourage à tous à explorer. Puis, quand la boîte outils d'Hélène et des Archives sans frontières sera complétée puis finalisée, on va aussi avoir un lien sur la plateforme pour vous informer à propos de ça. Puis, tous les outils. On a un outil aussi avec Click, on travaille là-dessus, qui dirige les différents outils financiers pour aider à ça. C'est ça, ça vient dans les prochaines années, dans la prochaine année, je crois. Alors, on va aider avec ça. Alors, il y a beaucoup de ressources. On parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de ressources qui sont là. C'est juste à propos de trouver ceux qui vous aident. Exactement. Donc, on vous laisse gérer toute cette grosse vague d'informations qu'on vient vous donner là, en plein cœur de l'été. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. C'est vraiment apprécié. On prend votre feedback. Je remercie aussi, j'en profite pour remercier Sherry, mes collègues à ICLEI d'avoir organisé tout ça pour nous. Merci à Hélène d'avoir pris du temps pendant l'été toi aussi pour présenter. Je pense que c'est toujours le fun d'avoir une opportunité de présenter pendant l'été. Puis votre présence aussi aujourd'hui était vraiment appréciée. Donc, je vous remercie encore et puis au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Bon été. Merci. Merci. Au revoir.